À l'aube du lundi 21 février 1916, dans une région plutôt calme du front de Verdun, des soldats français sont placés en alerte, comme tous les jours. Ils observent les tranchées ennemies, mais ne décèlent aucune activité. Et puis soudain, 1220 canons allemands se déchaînent sur une largeur d'environ 13 km. C'est le plus important bombardement sur le front occidental depuis le début des hostilités. Ce déluge d'obus marque le début d'une des batailles les plus longues et les plus atroces de la Première Guerre mondiale. Après 2 ans de guerre de position, l'armée allemande repart à l'attaque. L'avenir de la France et de tout le conflit est en jeu. Le chef d'état-major allemand, le général Erich von Falkenhayn, a organisé une offensive certes limitée, mais qui va pourtant anéantir plus d'1 million d'hommes. Côté français, c'est le général Philippe Pétain qui commande le secteur de Verdun. Pendant des mois, il incarne à lui seul la lutte de tout le pays. C'est Verdun que le sort a désigné pour que ces 2 généraux, le français et l'allemand, s'affrontent lors d'une des batailles les plus tristement célèbres de la guerre. Août 1914. La guerre des tranchées, qui traduit un blocage total sur le front français, fait perdre leurs illusions aux Alliés et au Reich. Le conflit s'annonce long et sanglant. En 1915, l'Allemagne s'est efforcée de vaincre la Russie, tout en se défendant contre la France et l'Angleterre. Les troupes franco-britanniques ont fait plusieurs tentatives infructueuses pour enfoncer les défenses adverses. Convaincus que l'artillerie est la clé de la victoire, les Alliés utilisent des canons sans cesse plus imposants, mais sans parvenir à rompre le front. Les Allemands ont enregistré plusieurs succès contre les Russes pendant les premiers mois du conflit, mais leurs chefs savent que la victoire totale ne peut s'obtenir qu'à l'ouest. Allemands et Alliés décident donc de remporter une bataille décisive au cours de l'année 1916. Pour Philippe Pétain et Erich von Falkenhayn, cette année-là s'annonce comme un tournant. Leurs carrières, à la fois longues et brillantes, sont sur le point d'atteindre leur apogée. Erich von Falkenhayn est issu d'une famille aristocratique mais désargentée, dans laquelle la tradition militaire est fortement ancrée. Bénéficiant des faveurs de l'empereur Guillaume II, il prend rapidement du galon. Le Kaiser a été en effet particulièrement impressionné par les rapports du jeune soldat du temps où il était officier de liaison en Chine pendant la révolte des Boxers en 1900. Il succède au général Helmut von Moltke à la tête de l'armée allemande en septembre 1914, au moment où l'invasion de la France s'enlise, stoppée par les Alliés. Von Falkenhayn est un personnage renfermé et impopulaire, 2 défauts de taille pour un chef militaire. Certes, il apparaît en mesure de restaurer la puissance de l'armée allemande, qui n'a pas été capable de vaincre les forces franco-anglaises au cours des premières semaines de la guerre. Mais il provoque aussi la colère des généraux Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff par ses tergiversations sur le front ouest en interrompant l'offensive alors que la victoire semblait à portée de main.
Cette hésitation est un facteur capital de l'affrontement qui se prépare. Philippe Pétain est issu d'une famille de cultivateurs du Pas-de-Calais. Après 36 ans de carrière dans l'armée française, il approche de la retraite lorsque la guerre éclate. Avant le premier conflit mondial, il n'a commandé qu'un régiment d'infanterie, le 118e. Il a cependant enseigné la tactique à l'école supérieure de guerre. Et dans ses cours, il s'est opposé à la doctrine militaire française de l'époque qui repose exclusivement sur des stratégies offensives. Il a pressenti que les technologies modernes de combat, avec une artillerie et des mitrailleuses plus rapides et plus précises, allaient mettre trop de pression sur le soldat lors des assauts. À la place, il a prôné l'utilisation d'une puissance de feu massive pour soutenir l'infanterie, tant en attaque qu'en défense. Ces idées ont souvent été tournées en ridicule. Et pourtant, ces prédictions se sont vérifiées lors des attaques allemandes de 1914 et 1915. À l'issue de ces batailles coûteuses en hommes et en matériel, Pétain a été promu et a pris le commandement de la 2e armée le 21 juin 1915. Contrairement à son futur rival allemand, il est adoré par les poilus qui le considèrent comme un des leurs. Les personnalités de ces deux généraux ne pourraient donc être plus opposées. Et c'est leur face-à-face désormais imminent qui va décider de la suite de la guerre. Les responsables français et britanniques se rencontrent en décembre 1915 pour débattre des plans d'une offensive de grande envergure pour l'année suivante. Peu après, le général Joffre, chef d'état-major de l'armée française, écrit au général britannique Sir Douglas Haig. Il suggère que les troupes franco-anglaises attaquent côte à côte sur la Somme, la frontière séparant les deux armées alliées. Joffre est convaincu de réussir la percée qui doit, selon lui, mettre fin à la guerre. Haig préférerait attaquer plus au nord, en Flandre, mais c'est Joffre le commandant en chef des forces alliées, et le Britannique est donc offensive est prévue pour juillet. L'artillerie imposante que les deux commandants comptent déployer correspond tout à fait à la doctrine de la puissance de feu défendue par Pétain. De son côté, le général Erich von Falkenhayn est convaincu que la solidité des défenses allemandes peut résister à n'importe quelle offensive alliée. Mais il sait que ce n'est pas avec cette stratégie qu'il peut remporter la guerre. Il faut, à un moment ou à un autre, que ces armées passent à l'attaque. Il élabore alors un moyen diabolique pour sortir de l'impasse. Il considère l'Anglais comme l'ennemi à abattre, dont le Français n'est que le bras armé sur le continent. Il lui faut donc trouver un moyen de désarmer les Britanniques pour mettre un terme au conflit. Il pense également que les poilus sont au bord de l'effondrement moral et militaire. En janvier 1916, il informe le Kaiser qu'il a remarqué la résistance qui s'amenuise sans cesse et la capacité limitée du peuple français à tenir. Il en conclut que si la France tombe, la Russie puis la Grande-Bretagne, alors isolées, ne peuvent que faire de même. Les événements de 1915 ont suffi à dissuader von Falkenhayn de tenter une percée de grande ampleur. À la place, il envisage donc une offensive réduite contre un secteur précis du front français, Verdun. Cette ville forteresse, à cheval sur la Meuse, symbolise depuis longtemps le courage et la fierté de la France.
Elle a été aménagée sur les instructions de Vauban, l'architecte de Louis XIV. Et pendant plus de 2 siècles, elle a résisté à toutes les invasions, y compris une attaque allemande en 1914. Jusqu'alors, Verdun avait été protégé par un cordon de fort, et c'était un secteur du front relativement calme. Mais c'est ici que von Falkenhayn a décidé de contraindre les poilus à se battre jusqu'au dernier. Dans une phrase restée célèbre, il déclare vouloir saigner à blanc l'armée française. Les Allemands considèrent Verdun comme le cœur de la France et savent qu'une offensive à cet endroit ne peut qu'avoir des effets dévastateurs. Le fils de l'empereur, le Kronprinz, Guillaume de Prusse et sa 5e armée sont chargés de mener l'attaque. Mais dès le départ, des frictions règnent entre lui, son chef d'état-major caractériel, le général von Knobelsdorff et le général von Falkenhayn. La prise de Verdun est l'objectif principal du Kronprinz, qui demande des attaques simultanées contre les défenses françaises affaiblies sur les 2 rives de la Meuse. Von Falkenhayn refuse, insistant pour limiter l'offensive à la seule rive droite sur une portion d'une 15aine de kilomètres. Il compte anéantir l'armée française, mais sachant que cette stratégie passe par le sacrifice d'un nombre considérable de soldats allemands, il redoute les réactions de ses officiers et rechigne à dévoiler ses plans. La 5e armée allemande se prépare pour la bataille. Hommes, munitions et canons de tout calibre sont acheminés vers le front dans le plus grand secret. Initialement, l'opération est prévue pour le 12 février, mais le mauvais temps retarde le début de l'offensive au 21. C'est le général Édouard de Castelnau qui dirige le secteur de Verdun. La ville est entourée de collines et de crêtes qui constituent autant de positions défensives de choix. En haut de ces collines se dressent 3 cercles concentriques de forts dont les canons visent à stopper les assauts de l'infanterie. Ces forts constituent le fleuron du dispositif défensif. Un des principaux est le fort de Douaumont, conçu pour résister aux obus de plus gros calibre. De plus, un réseau téléphonique de pointe permet de contrôler l'artillerie de la place. Montées dans des tourelles, ces pièces se composent d'un canon de 155, d'un de 75 et de 3 mitrailleuses lourdes. Le fort peut accueillir un bataillon d'infanterie au complet, soit 1 millier d'hommes. Des passages souterrains relient chaque tourelle. Les forts ont été conçus pour être autosubsistants pendant plusieurs semaines et se dressent dans un rayon de 8 à 15 km autour de la ville. Enfin, ils sont protégés par un réseau de tranchées, de redoutes et de fils de fer barbelés. Mais depuis l'automne 1914, ces défenses ont été négligées et beaucoup de canons ont été retirés pour être installés dans des secteurs plus actifs. L'inactivité relative de part et d'autre du front a donné aux garnisons une fausse impression de sécurité et beaucoup de forts, y compris Douaumont, manquent d'hommes. Les troupes françaises ont baissé leur garde. Le lieutenant-colonel Émile Drian, qui commande les 56e et 59e régiments de chasseurs à pied,
désapprouve cette situation. Pendant l'année 1915, il a constaté le relâchement de la garnison. Il s'inquiète de voir Verdun se retrouver sans défense en cas d'attaque. Il fait intervenir des amis influents auprès du ministère de la Défense et finit par obtenir l'envoi d'une commission. Celle-ci recommande que des mesures soient prises rapidement pour améliorer les défenses. À la tête de la deuxième armée, qui se trouve plus au nord, Pétain est mis au courant. Mais il doit assurer la défense de la Champagne et n'a guère le temps de se soucier de Verdun. Pendant ce temps, von Falkenhayn poursuit ses préparatifs en vue de l'offensive. Fin janvier 1916, l'état-major français commence à envisager l'éventualité d'une attaque ennemie dont Verdun serait l'objectif principal. À la dernière minute, le généralissime Joffre ordonne à 2 divisions d'infanterie de venir renforcer le secteur. Pétain et d'autres généraux s'intéressent alors à la ville-forteresse. Les défenseurs de Verdun font de leur mieux pour améliorer leur position, au prix d'une véritable course contre la montre. Les poilus, ainsi surnommés car ils portent pour la plupart la barbe ou la moustache, n'ont aucune envie de s'enterrer. Ils ne sont donc pas particulièrement motivés lorsqu'on leur donne l'ordre de creuser un réseau élaboré de tranchées et de cagnats autour des forts qui défendent Verdun. Le froid et l'humidité du début de l'année 1915 leur ont rendu la vie misérable. Leur seule consolation est de se dire qu'ils sont dans un secteur relativement tranquille. Mais cette apathie est lourde de conséquences pour les défenses de Verdun. Les tranchées les plus proches du front sont mal préparées, comparées aux installations profondes et cimentées aménagées par les Allemands. Ces derniers sont positionnés autour de Verdun, sur les 2 rives de la Meuse. Depuis les zones les plus élevées, ils dominent la ville et ses forts. Les défenses allemandes sont à la fois bien placées et imposantes. Les hommes de von Falkenhayn renforcent des bunkers en béton et des abris souterrains pour y installer leurs quartiers généraux, leurs centres de transmission, leurs installations médicales, leurs dépôts de munitions et leurs zones de vie. Entre le front et les lignes arrières, von Falkenhayn fait construire une voie ferrée pour faciliter l'approvisionnement en munitions et en ravitaillement nécessaires pour l'offensive. Fin janvier et début février, les poilus s'activent à leur tour, stimulés par les avertissements du lieutenant-colonel Drian et par les signes indéniables de la préparation d'une attaque ennemie. Les renforts que Joffre envoie montent aussitôt au front. L'avenir de Verdun dépend désormais de la foi que l'armée accorde à la conviction de Pétain. Le général prône plus que jamais l'emploi d'une puissance de feu supérieure à celle de l'ennemi. Entre-temps, les poilus se préparent pour l'inévitable. L'un d'eux écrit « Nous prions Dieu de ne pas avoir trop tardé dans nos préparatifs pour affronter l'ennemi. Les soldats ne peuvent plus qu'attendre que l'ouragan allemand se déchaîne. » Prête à frapper, la 5e armée du Kronprinz Guillaume a foi en son commandement, mais pas en son chef d'état-major, le général von Falkenhayn, ni en ses adjoints. L'un d'eux va même jusqu'à railler les soldats qui grelottent en plein hiver.
Cette anecdote trahit les mauvaises relations que von Falkenhayn entretient avec ses hommes et la distance séparant son état-major des soldats sur le terrain. L'un d'eux exprime ainsi le sentiment de la majorité de ses camarades. Le courage n'a rien à voir dans tout ça. La peur de la mort surpasse tous les autres sentiments et seule une terrible compulsion permet aux soldats d'avancer. Nous sommes motivés pour nous battre par la fichue discipline de l'armée prussienne et par le sentiment que cette chose terrible doit être accomplie. Il n'est donc plus question de partir au combat à la fleur au fusil. Un sombre pressentiment pèse sur la bataille qui s'annonce. De retour à son quartier général, von Falkenhayn sait que l'heure la plus importante de sa carrière a sonné. Pétain, en revanche, n'a encore aucune idée du rôle qu'il s'apprête à endosser. À l'aube du 21 février 1916, le brouillard enveloppe les lignes françaises de Verdun. Le calme est subitement rompu par un bombardement allemand intensif. L'attaque de von Falkenhayn vient de commencer. Pendant 9 heures cauchemardesques, 1220 canons pilonnent les tranchées des premières lignes au point de les faire entièrement disparaître, enterrant vivants des centaines de poilus. La pluie de fer s'abat principalement sur le régiment du lieutenant-colonel Drian. Ce dernier, un des rares à avoir signalé la vulnérabilité du dispositif, occupait des positions plus renforcées que celles des autres régiments du front. Pourtant, ces hommes souffrent le martyre. À 17h15, les premières vagues de fantassins allemands passent à l'attaque. Très vite, les lignes françaises menacent de céder. Un assaut massif de l'infanterie aurait peut-être enfoncé les tranchées des poilus, mais ce n'est pas ce qu'Erich von Falkenhayn a prévu. Il ne veut pas que les Français se replient, mais au contraire qu'ils mobilisent toujours plus d'hommes autour de Verdun pour que les troupes allemandes puissent les anéantir. À la fin de cette première journée, l'attaque allemande a progressé par endroits de 5 km. Après un nouveau bombardement intensif, les Allemands repartent à l'assaut au matin du 22 février. Une arme nouvelle, absolument terrifiante, fait son apparition avec les premières lignes allemandes, le lance-flamme. Les soldats s'en servent pour réduire les poches de résistance françaises les plus irréductibles. Face à un tel assaut, les poilus reculent encore. Risquant de se retrouver totalement isolé, le lieutenant-colonel Drian décide de faire se replier ce qui reste de ses régiments, avant que tous ces hommes ne se fassent massacrer. Pendant ce repli, Émile Drian meurt, touché à la tempe. Des bataillons français entiers disparaissent dans la fumée et sous le feu allemand. Le plan de von Falkenhayn, visant à détruire l'armée française à Verdun, semble être en passe de réussir. Apparemment, les poilus ne peuvent rien faire pour enrayer les attaques incessantes de l'ennemi.
Pour couronner le tout, des soldats français tombent sous les coups de leur propre artillerie. Et les mitrailleuses allemandes stoppent les contre-attaques presque avant même qu'elles ne commencent. À la fin du 4e jour, les Allemands sont aux portes des forts qui défendent Verdun. Ils se concentrent alors sur la position inexpugnable de Douaumont. Un soldat du génie, le sergent Kunze, commande l'assaut. Dans la matinée du 25, il entraîne son groupe d'assaut appartenant à une unité d'élite, le 24e régiment brandebourgeois, jusqu'en haut du fort de Douaumont, où ses hommes sont déchiquetés par un obus. Par miracle, Kunze se retrouve projeté indemne dans un fossé. Il cherche une ouverture et la découvre en hauteur. Ordonnant à ses hommes de former une pyramide humaine, il entre dans le fort. Seul, il commence à errer dans l'immense labyrinthe de béton. Il entend les détonations étouffées des canons de 155. En essayant de les localiser, il se dirige vers les tourelles. Pris par surprise, les servants de l'artillerie sont faits prisonniers. Kunze poursuit son chemin dans les couloirs, armé d'un simple pistolet. Il constate alors que le fort est pour ainsi dire vide. Il tombe sur le reste de la garnison dans le dortoir principal, où beaucoup de poilus sont encore couchés. Il les enferme et appelle ensuite son groupe d'assaut. À lui seul, le sergent Kunze a pris le bastion le plus prestigieux de Verdun. La France est sous le choc lorsqu'elle apprend que Douaumont est tombé. À Verdun, les soldats sillonnent les rues, au cri de « Sauvez-vous ». Après 5 jours de combat, Verdun semble sur le point d'être submergé. Pour la France, c'est un des moments les plus critiques de la guerre. L'état-major a négligé Verdun et les poilus en paient maintenant le prix. Le généralissime Joffre sait qu'un seul homme peut encore sauver Verdun et peut-être toute la France, le général Philippe Pétain. Le 25 février 1916, sur ordre de Joffre, Pétain prend le commandement des troupes qui défendent Verdun. Sa première tâche consiste à rassurer ses hommes. Ensuite, il travaille sans relâche pour endiguer, puis repousser l'assaut allemand. Son premier ordre proclame qu'il faut tenir Verdun à tout prix et qu'il faut sur le champ améliorer les défenses et les postes d'artillerie existants. Les renforts affluent alors vers la ville. Pétain est persuadé que l'utilisation intensive de l'artillerie peut renverser la situation. Il déploie donc un nombre impressionnant de canons.
Mais l'arme la plus efficace du général, c'est sa présence. Sa phrase « Courage, on les aura » est devenue célèbre. Du jour au lendemain, le moral remonte et les poilus sont bien déterminés à tenir leur position. Des véhicules commencent à acheminer le ravitaillement et les renforts en empruntant la dernière route qui mène à Verdun et qui ne soit pas à portée des obus ennemis. Bientôt, elle est surnommée la Voie sacrée. Rien que pendant la première semaine de mars, 190 000 hommes l'empruntent pour monter en première ligne. Et il y passe un camion toutes les 14 secondes. Apparemment, von Falkenhayn a bien obtenu ce qu'il voulait, attirer toute l'armée française dans l'enfer de Verdun. Mais c'est Pétain qui déchaîne un tir d'artillerie infernal, forçant les Allemands à s'arrêter et von Falkenhayn à revoir ses plans. Celui-ci accorde finalement au Kronprinz Guillaume d'étendre l'assaut à la rive occidentale de la Meuse. Le 8 mars, les Allemands s'octroient une position stratégique et un nouvel affrontement titanesque commence. Les deux camps déversent toujours plus d'hommes dans ce nouveau chaudron. Côté français, le nombre de morts se remet à augmenter. Mais Pétain inflige également de lourdes pertes à l'ennemi. En avril 1916, les contre-attaques françaises, à la fois mieux préparées et incessantes, sont devenues redoutables et finissent par repousser les Allemands loin des portes de Verdun. Les canons ne cessent jamais de tonner. En mai, le front n'est plus qu'un immense charnier. Le champ de bataille est dévasté par les tirs d'artillerie des deux belligérants. Un pilote français qui survole ce paysage désolé le compare à la peau humide d'un crapaud monstrueux. Le soldat et écrivain Jacques Meyer décrit les cadavres dans lesquels les pieds s'enfoncent et la puanteur de la mort qui plane comme un parfum infernal sur un fouillis de corps pourrissants. L'infanterie et l'artillerie française commencent malgré tout à prendre le dessus sur l'adversaire. Contrairement à von Falkenhayn, Pétain renouvelle sans cesse son effectif avec des troupes fraîches. Épuisés par des combats interminables, les Allemands se rendent plus souvent que leurs adversaires.
Les idées de Philippe Pétain ont sauvé Verdun. En mai 1916, à nouveau promu, il cède sa place de commandant de la 2e armée à 2 hommes plus agressifs et plus impitoyables. Le général Georges Nivelle et le général Charles Mangin, déjà surnommé par ses hommes le Boucher. La bataille continue de faire rage, incitant l'armée britannique à attaquer sur la Somme plus tôt que prévu. Début juillet, les Français ont repris certains des forts tombés aux mains des Allemands en février et en mars. La réussite est en train de changer de camp. La grande offensive britannique sur la Somme, qui commence le 1er juillet, détourne l'attention de von Falkenhayn de Verdun. Le général allemand est contraint de se mettre sur la défensive, car il ne peut simultanément attaquer les Français à Verdun et repousser les Britanniques sur la Somme. Non seulement sa tactique, qui visait à annihiler l'armée française, n'a pas abouti, mais elle a sapé les ressources de sa propre armée. Ainsi, fin 1916, les poilus réinvestissent les positions qu'ils tenaient en février. L'armée de Pétain a sauvé Verdun et la France de la défaite. Mais cette victoire a coûté très cher en vies humaines. Côté français, on dénombre 377 000 morts. Près de 40% des effectifs sont morts ou portés disparus. Côté allemand, les pertes sont presque aussi élevées. En 1916, plus des 3/4 des soldats français ont emprunté la voie sacrée. La bataille de Verdun a défini le tempérament de l'armée française pour les années à venir. Hanté par les horreurs qu'il a vues, Pétain explique que la vision constante de la mort a imprégné le soldat français d'une résignation qui confine au fatalisme. La dureté de la bataille de Verdun et de celles qui vont suivre conduit à des mutineries chez les poilus au printemps 1917. Alors, une fois de plus, on fait appel à Philippe Pétain pour galvaniser les troupes et leur remonter le moral. Le général n'hésite pas à discuter avec les soldats et à écouter leurs doléances. En accordant plus de permissions aux poilus et en améliorant leurs conditions de vie matérielles et morales, le vainqueur de Verdun réussit à remettre sur pied l'armée française. Au lendemain de la guerre, Philippe Pétain est le plus grand héros de la France. C'est ce qui lui vaut 20 ans plus tard, après la débâcle de mai 1940, d'être appelé à la tête du gouvernement pour sauver le pays de la catastrophe. Mais le régime qu'il instaure et dirige depuis Vichy va être celui de la compromission avec l'ennemi, puis de la franche collaboration avec l'Allemagne nazie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après quelques hésitations, il se rend aux Alliés. Traduit devant la Haute Cour de justice, il est frappé d'indignité nationale et condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi
et haute trahison. Mais le général de Gaulle, qui avait servi sous ses ordres avant la Première Guerre mondiale, commut sa peine en détention à perpétuité. L'ancien héros de la nation meurt, brisé et déchu, en 1951. En août 1916, von Falkenhayn est contraint de démissionner en raison de l'échec coûteux de Verdun et du mécontentement croissant à l'égard de sa façon de commander. Il est remplacé par les généraux Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff, qui se sont couverts de gloire sur le front oriental. En septembre 1916, la Roumanie entre en guerre aux côtés des Alliés. Von Falkenhayn est envoyé combattre cette nouvelle menace, ce qu'il fait de manière impitoyable. Il est ensuite envoyé auprès des Ottomans pour reconquérir la Mésopotamie, puis en Palestine, 2 missions qui se soldent par des échecs. Il passe les derniers mois de la Première Guerre mondiale à commander une armée en Lituanie et meurt en 1922. Évoquant cette campagne, Paul Valéry écrivait « Verdun, ce fut aussi une manière de duel devant l'univers, une lutte singulière et presque symbolique. Cette bataille exigea un effort de volonté surhumain de la part des soldats des 2 camps. Aucun des survivants de Verdun n'oublia jamais ce qu'il avait vécu. Les 2 généraux responsables de cette bataille étaient très différents. Autocratique et distant, Erich von Falkenhayn était méprisé par ses soldats. Attentionné, Philippe Pétain était adulé par les siens. Von Falkenhayn était déterminé à faire de Verdun le symbole du sacrifice inutile des combattants français. Pétain est intervenu pour l'empêcher d'y parvenir. Les pertes dans les 2 camps furent immenses, comme en témoignent aujourd'hui les tombes innombrables de ceux qui sont tombés dans l'enfer de Verdun. L'affrontement entre von Falkenhayn et Pétain fut un duel interminable, sinistre et une boucherie humaine. Ce fut une des batailles les plus tragiques de l'histoire.